Racaille, la 14e, sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub et sans Robert. Et oui, en effet, ce matin, les animateurs d'Arracaille sont orphelins de son père fondateur. Mais il nous surveille. Salut Robert. Roro les grelots taillent la route et nous ne savons absolument pas quelle taille elle fait. Je vous rassure, chez lui, c'est plutôt un signe de bonne santé, il est bien vivant. Hein. Alors Robert, si tu nous écoutes, sache qu'avec Igor et Jean-Christophe, nous sommes en deuil, en quelque sorte. En conséquence de quoi nous sommes tous habillés de noir ce matin. Et des anards en noir, c'est quand même bizarre, Robert. Après cette version pour le moins originale du temps des cerises, nous allons parler avec Marc. Bonjour. Marc qui est comédien de théâtre professionnel. C'est ça. Il essaye. Il essaye, oui. Il essaye depuis quand même déjà un certain nombre d'années. Ouais, une trentaine. À peine. À peine. Donc ça marche bien. Ah oui, ça marche très bien. On va en reparler. Mais qui dessine aussi à ses heures de manière assez intensive. Hein. Oui, en fait, c'est un peu mêlé. Hein. J'ai des périodes comme ça où je dessine beaucoup. J'ai commencé par le dessin. Ensuite, j'essaye dans mon travail de mêler aussi le graphisme dans ce que je fais, dans tout ce que je fais. Aussi bien le théâtre qu'autre chose là, parce que je travaille en ce moment avec des formes inertes, des marionnettes, des objets, etc. Très bien. Donc en fait, c'est tout ça, c'est mêlé. Complètement. Alors pour parler avec toi autour de la table ce matin, Maxime il est allé se chercher un petit pain, mais on a Igor. Igor, salut. Jean, moi, salut. Jean-Christophe dans sa petite cage. Bonjour à tous, bonjour Robert. Et Maxime donc qui va nous rejoindre d'ici quelques minutes. On interrogera Marc sur la chose suivante, l'artiste dans la société ou en dehors de celle-ci, l'artiste et l'engagement politique, l'artiste et la religion, tu pourras nous dire à peu près tout ce que tu veux à ce sujet, l'artiste et la science, l'artiste et l'autorité. Bon, si tout le monde a une quinzaine d'années à me consacrer, là, je peux répondre à toutes ces questions. L'artiste et l'histoire, l'artiste et l'avenir, l'artiste et l'actualité. Enfin, tu as 1h30 pour te lâcher là-dessus. D'accord. Voilà. Ce qui serait peut-être pas mal avant que je fasse un petit retour sur l'émission de la semaine dernière, c'est que tu nous fasses tu nous parles un petit peu de ton parcours. Oui, un petit survol rapide. Oui. Donc, je suis comédien depuis, disons que mon premier cachet était en 78. Pas 1800, hein, 1900 quand même. Oui, mais c'était quand même le siècle dernier. Voilà, c'est quand même le siècle dernier. Et donc j'ai commencé un petit peu comme tout le monde au départ, c'est-à-dire que par le théâtre amateur. Mais ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé tout de suite sur une troupe qui s'appelait le Théâtre du Labyrinthe, qui avait volonté de devenir professionnel. Et donc, je suis devenu professionnel presque sans m'en rendre compte, parce que on a travaillé avec cette troupe et au bout d'un moment, on a eu des cachets. Et donc, j'ai dû faire le nécessaire pour avoir un statut administratif, social, etc. Donc, en fait, je suis devenu comédien professionnel comme ça. Et puis je me suis dit au bout Excuse-moi, c'était où C'était à Reims. C'était à Reims, juste à côté. En ce temps-là, je vous parle il y a un temps. Bon. En ce temps-là, c'était Robert Hossein qui était à Reims à la Maison de la Culture. Donc nous, on était juste à avant côté. qu'il se lance dans la fabrication de péplum. Voilà. Mais c'était d'ailleurs une époque très sympathique et il a fait un travail vraiment qu'on peut reconnaître de théâtre populaire. On peut en dire beaucoup de choses sur la qualité, etc. Mais il n'en reste pas moins que c'était chaleureux, en tout cas. Ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps avec tous les metteurs en scène qui sont projetés dans une ville comme ça. Et donc ensuite, après quelques années de fonctionnement comme ça avec le Théâtre du Labyrinthe,
j'ai senti la nécessité quand même de me former un peu plus parce que j'avais tout appris sur le tas, quoi. Donc j'ai fait deux choses. J'ai commencé à prendre des cours dans ce qui est devenu le Centre dramatique national de Reims. À la direction, il y avait Jean-Pierre Miquel et Philippe Adrien et Denis Lorca qui étaient à trois en fait à la direction de ce centre. Et donc j'ai pu travailler avec des gens intéressants, importants, voilà. Et puis dans le même temps, j'ai fait une chose qui m'a été salutaire, c'est qu'on a fondé avec quelques amis une troupe. Et donc on a continué à faire de la création, de l'écriture, des décors, à essayer de se débrouiller pour faire nos propres envies, pour construire notre propre univers artistique. Voilà, puis ça a continué aussi pendant j'ai eu 3 ans d'école et puis pendant ce temps-là 3 ans de création sur le tas. Ensuite, j'ai travaillé avec Philippe Adrien sur Ubu quand il était encore à Reims, sur Ubu Roi. On a fait une tournée en France. Ensuite, il s'est trouvé qu'une tournée n'a pas continué. Donc j'ai cherché autre chose. J'avais envie de partir un peu de Reims. Et j'ai répondu à une annonce à Poitiers, donc avec le Théâtre du Trèfle. Et Salut le Théâtre du Trèfle. Bonjour au Théâtre du Trèfle. Et donc il s'est trouvé que j'y allais pour un spectacle qui s'appelait Le Cygne à travers les flammes. Et donc je passe l'audition, ça se passe très très bien, on s'entend très bien. Et j'y suis resté une 20aine d'années, de façon solidaire, créative et vraiment un compagnonnage de tous les instants, ce qui m'a pas empêché de faire d'autres choses avec d'autres metteurs en scène, d'autres expériences à Paris notamment. Voilà, petit à petit. Tu habitais carrément là-bas ou tu? Alors j'ai fait des allers-retours sans nom parce que quand j'habitais à Reims, je me dis bon, il faudrait peut-être que j'habite un peu Poitiers puisque j'ai beaucoup de travail à Poitiers. Donc je déménage et arrivé à peine, ça faisait 1 mois que j'étais déménagé, j'ai trouvé du travail à Reims. Donc j'ai fait les mêmes trajets dans l'autre sens. Et puis par amour, j'ai décidé d'habiter Paris parce que j'ai rencontré une jeune fille avec qui je suis. Et voilà, donc j'ai décidé d'habiter Paris, mais de rayonner partout en province, là où j'ai envie en fait, et là où je peux aller parce qu'il y a une demande, quoi. Comment on fonctionne dans ta profession? Tu réagis à des appels d'offres ou il y a tous les cas de figure, c'est-à-dire que normalement, dans le cas un peu général où je suis que interprète, comédien, j'essaye de trouver des auditions à passer, des castings pour ce qui est film et télé, et donc j'essaye de me faire prendre dans la troupe ou dans la production qui est en cours, quoi. Et on a des infos sur je sais pas, sur le travail, ce qu'on cherche. C'est il faut aller souvent à la chasse à l'information, et c'est terriblement difficile en fait d'avoir une annonce ouverte. C'est-à-dire qu'on apprend que quelqu'un cherche quelqu'un par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, etc. Donc il y en a qui disent que c'est du piston. Moi, je trouve que c'est une façon normale de fonctionner, étant donné qu'on a besoin rapidement de savoir si quelqu'un peut coller à un rôle. Et si on ne le fait pas, on se retrouve avec 350 personnes. Et là, il devient impossible de choisir parce que d'abord... Il faut avoir une bonne agenda, en fait. Il faut essayer de se créer des familles. Des familles dans lesquelles on revient, on va, on sort. Et au bout d'un moment, si on s'est créé 2-3 familles comme ça, de cœur et de création, on arrive à pouvoir vivre de ce métier. C'est c'est encore une fois un sentiment d'équipe qui sauve. Oui, et même, je dirais même de plus en plus, ça va en s'accélérant ce phénomène. Plus personne, même les troupes ne peuvent pas se payer le luxe d'avoir une troupe permanente. Il n'existe plus de troupe permanente.
Même Mouchkine, je suis même pas sûr qu'elle continue à pouvoir avoir des comédiens à l'année, payés, etc. Ah oui. Donc ça, c'est devenu complètement impossible. Il y a des moments vides, il y a des moments vides. Donc là, à chaque fois, je me suis dit, si le moment est trop vide, il faut que moi j'agisse en tant que créateur. D'accord. Mais c'est parce que j'ai la chance que ça m'intéresse et la chance de pouvoir le faire, parce que bon, il y a des gens qui ne le souhaitent pas et qui en ont pas les possibilités, simplement. Mais c'est pas leur souhait d'être metteur en scène ou de créateur d'un spectacle. Ils ont plutôt envie d'être. Moi, je suis artiste peintre, donc ce qui m'intéresserait sur toi, c'est ton côté créateur, dessinateur, ou je sais pas. Oui, parce que bon, moi je connais Marc depuis des années, depuis le premier spectacle dont on parlait à Poitiers, 83, et sur lequel j'étais décorateur. Tu dessines, je sais que tu dessines énormément. Est-ce qu'il y a un moment où tu as hésité entre le dessin et la comédie? Je pourrais te dire que j'hésite toujours. Quand il y a des moments difficiles, on hésite. Ouais. C'est-à-dire que comme je ne suis... dira pas que ça se voit sur la scène, hein, il est un très très bon comédien. C'est un pro. Ça, je peux pas en parler, là. La qualité de l'animal, je sais pas. En tout cas, non, ce qui est... par rapport au dessin, rapidement, le parcours que j'ai eu, c'est que j'étais en classe art plastique, on appelle ça. Et donc je faisais beaucoup de dessins et d'histoire de l'art. Et moi ça me passionnait, quoi. Donc et j'ai tout de suite remarqué qu'en fait j'étais avec des gens dont la seule volonté était d'être peintre. Et donc ils se sont dirigés tout de suite vers les beaux-arts. Et moi, à partir de là, en fait, de ces classes de terminale artistique, j'ai pris un chemin de traverse, quoi. Donc j'ai, au lieu de poursuivre l'enseignement par rapport à nos grands peintres du passé qui sont vraiment très intéressants, moi j'ai fait des expositions, quoi, tout de suite. Le mec, bon, il s'en fout. J'ai été voir un libraire, par exemple, un libraire intéressant à Reims, et je lui ai dit, voilà, je voudrais exposer. Et j'expose mes dessins, là, comme ça, j'achète des sous-verts à 10 francs, quoi. Et je monte mon expo et en fait tout ça marchait tout de suite. Donc j'en ai fait une deuxième. Après j'ai essayé d'en faire une en Allemagne parce que j'étais un peu vadrouillé à Francfort. Donc j'en ai fait une en Allemagne et à chaque fois ça marchait bien. Donc en fait c'était un parcours un peu atypique comme ça. Aujourd'hui encore tu en fais un peu? Ouais. Et je me suis attaqué au dessin sur ordinateur. Bon, j'en suis encore à patouiller un peu dans les logiciels, mais ça m'intéresse de toute façon. Et le dessin pur aussi au crayon avec un papier, j'ai retrouvé ça encore récemment et ça me remplit de bonheur, quoi. Je sais pas ce que je vais en faire, mais en tout cas c'est c'est complémentaire avec ça. Une fois t'es artiste, donc ça on avait parlé plusieurs fois ici, même quand il y avait encore pauvre Robert avec nous. Son âme. Qu'en France, dans mon pays c'est un peu pareil, c'est un problème parce que quand tu définis pas qui tu es, on te prend pour rien, quoi. C'est-à-dire où tu es écrivain ou alors tu es artiste peintre, mais tu peux pas être écrivain et artiste peintre en même temps. C'est exactement ça. Moi j'ai entendu hier une émission sur Calder parce qu'il y a une exposition de ces mobiles et stabiles. Et en fait, il disait si moi je commence à expliquer ce que je fais, soit je suis obligé de me renier parce que ce que je présente n'est pas ça, soit je dois mettre en conformité mon art avec ce que je raconte. Donc il dit je préfère ne pas dire ma démarche, mais la montrer simplement. Et moi j'ai trouvé ça par un certain côté vraiment très juste. En fait, ça me correspond en tout cas à mon idée. Je crois que
peu importe si je suis artiste ou quoi, je sais pas. Même artiste, je sais pas. Donc bon. La définition de l'artiste. Voilà, je veux dire, en fait, je pense que c'est aux autres gens, s'ils ont envie, s'ils sont assez sympathiques pour me reconnaître comme artiste, ouais, je veux bien. Voilà. Bon, c'est parti sur les chapeaux de roue. On va lancer une première petite pause musicale. Jean-Christophe, si tu peux nous... Tout à fait, la vodka. À ta santé, Robert. À la santé de Robert. C'est un groupe qui s'appelle Padam, et c'est une des chansons que je préfère de Padam. Ça s'appelle La Vodka. Je suis dans un sale état, une sacrée gueule de bois. Quand je pense, ça résonne. Oh là, j'ai mal à l'estomac. Et dans mon crâne il y a comme un gars qui bricole. Hier j'ai bu de la vodka importée de Russie, de la vodka. La vodka c'est ce qu'on m'a prescrit, la vodka. La vodka ça peut tuer l'ennui, la vodka. La vodka ça noie les soucis, la vodka. Oh là, je bougerai pas de mon matelas, j'étudierai le temps qu'il faudra. Le plafond de ma chambre de bonne. Oh là, je me mets dans des états. Pourtant des filles avant toi, j'en ai saoulé des tonnes. Et pourquoi la vodka de midi à minuit, la vodka? La vodka c'est ce qu'on m'a prescrit, la vodka. La vodka ça peut tuer l'ennui, la vodka. La vodka ça noie les soucis, la vodka. Pour t'oublier je crois, il me faudra bien 3 mois, 90 bouteilles. Voilà, ça peut faire peur comme ça, mais c'est bien plus sympa que de se jeter à la Seine. Et vive la vodka qui noie les ennuis, la vodka qui noie les soucis, la vodka qui noie les souvenirs, la vodka qui noie ton sourire, la vodka. Hop, 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 hop. La vodka qui noie la vodka, une vodka j'ai plus de gueule de bois, la vodka elle me lâchera pas, la vodka allez je me remets ça à la vodka. Hop, 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 hop. À Racaille, la 14e, sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, et ce matin, sans Robert. Alors, je vais faire un petit retour sur l'émission de la semaine dernière, où je me suis, c'est un petit remontage de bretelles pour mes zigues en passant, je me suis un peu avancé en sous-entendant que Raymond Roussel, dont je vous ai un peu raconté l'histoire, avait commencé à péter les plombs après avoir hérité de la fortune familiale. Maxime, qui se trouve très bien là autour de la table, va pouvoir me corriger. Il a vérifié, en fait, Raymond Roussel aurait donc hérité en 1894 et il a écrit Locus Solus ou encore Impression d'Afrique en 1914 et 1910, ses plus grands chefs-d'œuvre. Donc
il aurait finalement transposé son excentricité dans son œuvre littéraire et pas l'inverse comme je l'ai suggéré. Alors tant pis, c'est dommage, je réglerai son compte au gros pognon une autre fois. J'ai lâchement tenté d'en profiter. Je sais que tous les deux, Maxime comme Marc, vous êtes tous les deux très amateurs de Raymond Roussel. Si vous avez un petit mot à nous dire à son sujet. Moi, j'ai un petit mot parce que j'ai fait une petite expérience à cause de lui, enfin grâce à lui plutôt, parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle « Comment j'ai écrit certains de mes livres ». Donc, et en fait, c'est quelque chose de prodigieux parce que ça sort de l'écriture automatique surréaliste. C'est pas du tout le même principe, mais ça a quelque chose à voir. C'est-à-dire que on prend par exemple le ciel est bleu. Le ciel est bleu. Le ciel, c'est aussi les nuages. Les nuages sont des vapeurs. Il y a le blanc de la vapeur des nuages, etc. Donc en fait, il construit tout un univers à partir d'une simple phrase. Ça peut partir d'une simple phrase et se développer dans de multiples directions. Et ça donne des choses complètement incroyables. Et je me souviens d'une chose qui m'avait qui est dans l'Ocus Solus, où il y a une sorte d'aquarium rempli d'un liquide qui s'appelle l'aquamicans. Et si je me souviens bien, il y a la tête de Danton dedans. Et quand on fait passer un courant électrique, un peu comme les anodes et cathodes, là, un courant électrique dans ce liquide, dans l'aquamicans, la tête de Danton décapité reproduit ses discours à l'Assemblée nationale et à la Convention. Et je trouve ça prodigieux parce que c'est une technique qui marche aussi bien par homophonie, par le son, par le sens, par la couleur, et ça fait des choses incroyables que moi j'ai retrouvé pratiquement dans un travail théâtral avec un metteur en scène allemand avec qui j'ai travaillé. On travaillait un peu, ça m'a fait penser vraiment à ça, quoi. Il y a et on parlait du rapport du dessin et de la peinture dans les autres arts. C'est pareil, quoi. Moi, je retrouve en théâtre un simple geste est un trait dans l'espace qui veut dire quelque chose, qui dessine une forme dans lequel un autre comédien peut rentrer pour inventer un autre univers à l'intérieur, etc., etc., etc. Oui, on a entendu déjà ça en tout début, quand il y avait, je crois que c'est Christine Le Soeur qui a dit que pour elle, c'est une grande dessinatrice. Pour elle, le dessin, c'est une sorte de littérature. C'est-à-dire, on peut vraiment dire que la littérature, les dessins, c'est pareil. Et moi, je ressens ça pareil aussi. Tout à fait. On était tous d'accord. Est-ce que je pourrais, moi, un petit mot pour la dernière émission, parce que j'étais pas là. J'étais pour dire aux auditeurs que vraiment je passe beaucoup de temps au lit ces derniers temps parce que j'ai des problèmes avec des migraines, c'est toujours lié au stress. Par contre, je voulais réagir sur une chose qu'il a dit Frédéric Moret. Frédéric Moret, on se connaît bien parce que il vous a expliqué la dernière fois que c'est l'éditeur qui a édité mon premier livre. Et j'ai remarqué une chose qu'il a dit que il a édité un carnet de voyage pour l'enfer, ce que j'ai fait. C'est dur à entendre, mais je crois qu'il a raison. Oui, c'était des mots très forts. Oui. Et Maxime, tu as une petite phrase justement sur Raymond Roussel, sur cette scène que tu décrivais. Je le trouve en ça, moi, précurseur de toute cette catégorie de l'art contemporain qui se joue des installations, des happenings. Je trouve que là, il a placé toute l'essence de toutes ces disciplines qui deviennent interactives dans le but d'installation, dans le but de recréer. Et il a écrit ça en 1914 et en ce moment, l'art contemporain se nourrit de ça, s'en nourrit très mal et joue beaucoup sur les installations. Et je trouve que là, il y a une densité, une richesse et il développe ça à travers plusieurs scènes.
C'est, enfin moi ça m'a fasciné quand je l'ai découvert il y a une douzaine d'années, et je me rends compte maintenant, en le redécouvrant, qu'effectivement il y a vraiment tout ce que je... La première fois, c'était quand? Il y a combien de temps? Il y a 100 ans? Il y a 12 ans en fait, quand Raymond Roussel, c'est en 1914, tu vois, qu'il a écrit cet ouvrage. Il y a même il y a une description d'une grappe de raisin. Dans chaque grain de la grappe de raisin, il y a un monde qui est en activité comme notre Terre, quoi. C'est pareil, c'est prodigieux, quoi. Ça t'envoie dans une espèce de science-fiction démesurée, quoi. Tu as amené, non, un extrait de... Ouais. C'est vrai qu'on a le... Voilà, je vais retrouver ça. Donc Maxime va nous lire un tout petit extrait avant la deuxième pause musicale de Locus Solus, qui a donc été écrit par Raymond Roussel en 1914. Moi, je voulais juste préciser aussi que il m'a converti. Un malade de plus. Voilà, mais c'est ce que je disais, hein, la longue corde de ses admirateurs ne cesse de croître. Où va-t-elle s'arrêter? C'est pour ça que j'avais le livre dans ma poche. Là. Il y a Impression d'Afrique aussi qui est complètement fou. Moi, c'est par là que j'ai commencé, par Impression d'Afrique. Oui. C'est un copain à Strasbourg qui m'avait... C'est pas forcément le plus facile. Hein. Qui m'a initié, oui. Or cette proposition rebelle, Courmélène, pendant son rêve, l'avait reçue des lèvres de Joël, autorisé à en faire l'aveu par le menaçant orage politique suspendu sur le royaume. Au seuil du Morne-Vert, il les mit en ces termes, dont les chercheurs, au cours des siècles, s'étaient seulement approchés. Joël brûle, astres aux cieux. La grille s'ouvrit largement, puis se referma, franchie par le visiteur, qui pénétra dans la grotte verte. Par ordre de Joël, dont il comprenait le mobile, Courmélène venait cacher là tout l'or de sa couronne. Où trouver une retraite plus sûre que cet antre, depuis si longtemps inviolé en dépit de mille efforts? Puis, au cas même où un intrigant eut, à force d'essayer dénicher le sésame exact, la présence dans la caverne d'innombrables pépites, dont la massif transformée par sa fonte ne se distinguait en rien, constituait une garantie contre l'usurpation redoutée. Seul, en effet, vu le fétichisme populaire, un front saint de la couronne ancestrale reconstituait son nul contexte avec son or primitif pour devenir royal. Et quel moyen aurait-on d'identifier le lingot vénérable parmi tant d'autres spécimens pareils à lui? Oui. Donc, je rectifie, ce n'est pas la fortune familiale qui a fait péter les plombs à Raymond Roussel. Il semble bien que ce soit son insuccès littéraire auprès du public. Et les auditeurs, sachez une chose, que tout le monde autour de cette table était très content d'entendre ce qu'il lui a dit Maxime, sauf moi, parce que j'ai rien compris. Donc on prendra un petit extrait peut-être plus tard. Là, c'est Locus Solus. Non, c'est parce que comme ça, je l'ai Locus Solus passera directement de la poche de Jean-Christophe. C'est pas un problème, Maxime, c'est que moi je suis slovaque, c'est pour ça. Tu le finiras plus tard. Si tu veux nous lancer la deuxième pause musicale. Ouais. C'est Quasi. Quasi, c'est un duo anglais, si je dis pas de bêtises. Tu écris ça comment, excuse-moi? C'est Q-U-A-S-I. Q-U-A-S-I. C'est du piano pour ceux qui voudraient se demander qu'est-ce que c'est comme instrument, parce que ça ressemble beaucoup à une guitare, mais en fait c'est un piano. Ouais. Voilà, donc je vous laisse découvrir ça.
Art-Racaille, la 14e sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. Et aujourd'hui, sans Robert. On va te le faire à chaque fois, Robert. Je suis désolé, on va te faire passer. D'ailleurs, on va peut-être aussi se lancer dans les compliments sous peu. On va Mais moi, je pleure. Oui, et Igor pleure, comme tu peux l'entendre à sa voix chevrotante, plus chevrotante que d'habitude en tout cas. Robert, on va te faire passer le goût de te passer de nous. Un extrait de Essai et conférence, la question de la technique par Martin Heidegger. Heidegger, c'est 1889-1976. Je ne sais pas si je prononce correctement. Hein. Je ne sais pas si... Bon. Si. Qu'est-ce que la technique moderne? Elle est aussi un dévoilement. C'est seulement lorsque nous arrêtons notre regard sur ce trait fondamental que ce qu'il y a de nouveau dans la technique moderne se montre à nous. La centrale électrique est mise en place sur le Rhin. Elle le somme de livrer sa pression hydraulique, qui somme à son tour les turbines de tourner. Ce mouvement fait tourner la machine, dont le mécanisme produit le courant électrique, pour lequel la centrale régionale et son réseau sont commis aux fins de transmission. Dans le domaine de ces conséquences, s'enchaînant l'une à l'autre à partir de la mise en place de l'énergie électrique, le fleuve du Rhin apparaît, lui aussi, comme quelque chose de commis. La centrale n'est pas construite dans le courant du Rhin comme le vieux pont de bois qui, depuis des siècles, unit une rive à l'autre, c'est bien plutôt le fleuve qui est muré dans la centrale. Ce qu'il est aujourd'hui comme fleuve, à savoir fournisseur de pression hydraulique, il l'est par l'essence de la centrale. Afin de voir et de mesurer, ne fût-ce que de loin, l'élément monstrueux qui domine ici, arrêtons-nous un instant sur l'opposition qui apparaît entre les deux intitulés Le Rhin, muré dans l'usine d'énergie, et Le Rhin, titre de cette œuvre d'art qui est un hymne de Hölderlin. Mais le Rhin, répondra-t-on, demeure de toute façon le fleuve du paysage. Soit, mais comment le demeure-t-il? Pas autrement que comme un objet pour lequel on passe une commande, l'objet d'une visite organisée par une agence de voyage, laquelle a constitué là-bas une industrie des vacances. Avant tout, il faut apercevoir ce qui est dans la technique est essentiel, au lieu de nous laisser fasciner par les choses techniques. Aussi longtemps que nous nous représentons la technique comme un instrument, nous restons pris dans la volonté de la maîtriser. Nous passons à côté de l'essence de la technique. L'être de la technique menace le dévoilement. Il menace de la possibilité que tout dévoilement se limite au commettre. Les réalisations humaines ne peuvent jamais, à elles seules, écarter le danger. L'essence de la technique n'est rien de technique. C'est pourquoi la réflexion essentielle sur la technique et l'explication décisive avec elle doivent avoir lieu dans un domaine qui, d'une part, soit apparenté à l'essence de la technique et qui, d'autre part, n'en soit pas moins foncièrement différent d'elle. L'art est un tel domaine. Excusez-moi, c'était quand même un peu raide, hein, mais en conclusion, je dirais que Heidegger est le grand théoricien de la déconstruction métaphysique, en ce sens qu'il propose d'accéder à la vérité de l'être à travers l'analyse de son existence. Une déconstruction qu'il n'a cessé de pratiquer tout au long de sa vie. Théologien catholique dans sa prime jeunesse, il se tourne à la fin de l'adolescence vers les penseurs protestants, puis vers l'idéalisme allemand, puis vers le nihilisme afin de s'orienter définitivement vers l'étude de la poésie. En 1933, il adhère au parti nazi, mais démissionne de ses fonctions administratives quelques mois plus tard pour orientation politique trop éloignée de son idéal philosophique. Malheureusement, il ne va démissionner du parti lui-même qu'à la fin de la guerre, ce qui va lui être justement reproché. Malgré l'absence d'une réelle pensée politique, il sera le grand inspirateur de l'existentialisme et de Jean-Paul Sartre. Pour Heidegger, le statut de l'œuvre d'art doit être pensé comme le déploiement de la vérité. C'est par sa création que l'œuvre se fait œuvre, bien plus que par sa réalisation. Essai et conférence est disponible chez Gallimard pour une somme d'environ 10 €. Vous pouvez trouver ou commander le livre à la librairie Publico, 145 rue Amelot dans le 11e arrondissement. Je vous donne aussi le numéro de téléphone de la librairie, 01 48 05 34 08. Est-ce que quelqu'un y a compris quelque chose, Tornade? Oui. Ne me regarde pas. Si, en tout cas, il y a une image qui m'a frappé et qui m'intéresse, c'est le fleuve emmuré, en fait, dans le barrage. Mm-hmm. C'est-à-dire que, en fait, oui,
il y a quelque chose de, si on n'y prête pas garde, qui nous enfermera tous de cette façon. C'est-à-dire, on n'a pas un paysage libre avec une technique qui l'accompagne, qui est productrice d'électricité. Là, on a une masse qui oppresse le cours de la vie, c'est-à-dire l'image du fleuve qui court, quoi. Ouais. En tout cas, c'est une image qui m'est apparue comme ça au cours du texte. Bien. Igor, Maxime. J'étais sensible à la déconstruction, en fait, quand tu parlais de technique et de plus en plus tendre à la déconstruction. Ça m'a ramené encore une fois, je ramène tout à la musique, mais à l'art de l'improvisation, qui en fait est souvent c'est méprisé parce qu'on croit que l'improvisation c'est faire n'importe quoi, souvent dans le jazz, alors que c'est un peu une sorte d'ultime en fait dans la technique. Quand la technique justement a été assimilée et qu'elle peut être sublimée et dépassée et qu'on arrive enfin à s'exprimer vraiment spontanément à travers l'improvisation. Je sais que Fred Friss a écrit un texte très beau là-dessus. On a la référence peut-être sur le blog, mais je l'ai pas tout de suite. Fred Friss, guitariste de jazz. Tu crois qu'il y a des gens qui pensent que c'est un peu n'importe quoi, improvisation? Je pense, oui. Parce que moi, je pensais plutôt que c'est encore un stade plus haut. Ouais, mais je pense que peut-être nous on le pense ici, mais je pense qu'encore des gens justement pensent que l'improvisation c'est un petit peu n'importe quoi. Tu vois comment peut être perçu le free jazz encore comme ou même d'ailleurs l'improvisation je pense que dans la peinture c'est beaucoup plus respecté, c'est parce que c'est assimilé plus à quelque chose de spontané, des gens comme Jackson Pollock ou on respecte plus leur art, c'est plus intégré, le mot est très laid, mais dans la musique je sais que l'improvisation est souvent assez mal comprise. Ah, je sais pas, jazz sans improvisation, ça serait quoi? Ça serait, tu sais, il y a eu les courants, ça, je sais pas, on en resterait au bebop, à des choses comme ça. Hard bop, ça devient déjà du bebop avec une dose d'improvisation, mais on resterait avec des choses écrites, avec des thèmes qui reviennent. Bon, j'aurais pu me contenter de 2 phrases en fait. Hein. Non, mais c'est vraiment intéressant. L'être de la technique menace le dévoilement, il menace de la possibilité que tout dévoilement se limite au commettre. Les réalisations humaines ne peuvent jamais à elles seules écarter le danger. Je pense que on aurait parlé de la même façon. Bon, on reviendra à Heidegger, j'essaierai quand même de trouver un texte un peu plus accessible pour la prochaine fois. Je te serai très reconnaissant. C'est promis, Igor. Est-ce qu'on lance déjà la 3e pause musicale ou non, c'est peut-être un petit peu tôt. Non, tu peux lance ta vodka ou du whisky. Ou qu'est-ce qu'on fait? Moi, je peux vous mettre une petite chanson. Ou Maxime, tu veux nous lire réfléchir, mais... Oui, moi un petit extrait encore pour en finir avec Raymond Roussel, si tu veux. Allez. Le maître venait d'ouvrir avec précaution, après l'avoir sorti de sa poche, un drageoir contenant plusieurs grosses pilules rouges vifs. Il en prit une et, faisant quelques pas, la lança fort adroitement dans l'orifice du grand diamant. Posté de nouveau contre les facettes, nous vîmes la légère muscade écarlate choir dans l'eau, puis descendre lentement, pour être soudain avalée au passage par l'animal à peau rose et nue, que Cantorel nous présenta sous le nom de Kongdelkellen, comme un chat véritable entièrement épilé, l'aquamicans, le maître appelait ainsi l'eau scintillante offerte à nos yeux, possédait par suite d'une oxygénation spéciale, diverses propriétés exceptionnelles, et permettait notamment aux êtres purement terrestres de respirer sans contrainte au sein de ces ondes. C'est pourquoi la femme à chevelure musicale, qui, nous l'apprîmes de la bouche de Cantorel, n'était autre que la danseuse Faustine, pouvant supporter impunément, ainsi que le chat, une immersion prolongée. C'est magnifique. Hein. Allez, musique. Thomas Fersen. Je vais vous mettre Thomas Fersen. C'est une chanson que je trouve assez rigolote entre un tueur un peu bourgeois et son serviteur. Ah, si, monsieur. Monsieur. Ah, j'adore. Thomas Fersen.
Arracaille, la 14e, sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans pub, et toujours sans Robert. Mais il y a quelqu'un qui a frappé à la porte, si c'était pas lui. Alors, de sa voix trempée par les larmes, Igor va nous raconter l'une de ses petites histoires parisiennes. Oui, c'est la 11e, petite histoire parisienne. Cette petite histoire parisienne concerne l'état d'hygiène des sans-abri. Donc, c'est la problématique d'hygiène que je traite dans cette... J'ai voulu donner à ce chapitre des petites histoires parisiennes une importance plus grande qu'aux autres, car je pense que ce sont mes dessins et des douches municipales qui m'ont sauvé en partie la vie quand j'étais à la rue. Oui, je crois bien, car j'évoque là ces deux choses nécessaires pour survivre dans la rue. La première chose, c'est l'hygiène mentale ou intellectuelle. La seconde, l'hygiène physique ou corporelle. Mais plus que l'hygiène, quel que soit, c'est surtout la discipline de le faire tous les jours pendant des mois et des années qui sauvent la vie. L'histoire d'aujourd'hui s'appelle Fou Gentil. Il est encore une fois absolument réel, comme toutes mes histoires que j'ai créées. C'est vrai aussi que la majorité des sans-abri, à part quelques exceptions, se lavent et se rasent rarement. En général, 4 fois par an. Donc à Noël, à Pâques, pour le 14 juillet, après leur partie du golf. Si seulement l'hygiène pourrait sauver la vie des gens qui vivent dans la rue, ça serait bien. Donc, ça se passe dans le 15e arrondissement aujourd'hui. L'histoire s'appelle Fou Gentil. Un jour, mes copains m'ont raconté cette étrange histoire arrivée sur boulevard Pasteur dans le 15e arrondissement. Un dimanche d'automne ensoleillé comme sur un tableau de Van Gogh, un groupe des sans-abri était collés l'un à l'autre sur un banc. Malgré la douceur d'été indien, ils étaient habillés chaudement dans leurs grands manteaux. Tout un coup, un passant s'arrête et s'approche d'eux. « Comment ça va, les mecs ?» Leur réponse était amicale. L'un d'eux lui-même dit « Bienvenue chez nous, monsieur ». L'inconnu a précisé que c'était plutôt eux qui étaient chez lui. Ils n'ont pas compris. Alors, ils ont pensé que c'était un fou. Le fou continuait donc sa conversation. Vous savez, je travaille tout près aux douches municipales et je crois que je ne vous ai jamais vu, surtout par ce temps, avec ce soleil et sapé comme vous êtes, comme en plein hiver. Vous transpirez et au bout de quelques semaines, des réactions chimiques se produisent sur votre peau. Le pire, c'est vos pieds. Dans vos chaussures, vous regardez rarement, mais à l'intérieur, il y a beaucoup de monde. Des bactéries, des petits méchants qui bouffent vos pieds petit à petit. Et ce qui se passe dans vos pantalons, je ne vous dis même pas. Silence total. Surprise, les mecs sur le banc. Ils savaient pas quoi dire. Ils étaient maintenant sûrs, c'était un fou. Un individu qui parle des réactions chimiques, qui prétend connaître toutes sortes de bactéries, ne peut pas être normal. Avant de partir, il répète gentiment son invitation sur son lieu de travail. Les semaines passent. Ils ont oublié, mes copains, le scientifique fou. Un jour, quand sous leur menton, ça commençait à les chatouiller un peu trop, les compagnons du boulevard Pasteur ont pris le schéma des bains municipaux. En arrivant, leur première question était « Où est notre copain, le scientifique ?»« Qui ? Le fou ? Il est parti de chez nous, il y a un moment déjà. »« Ah bon ? Merde alors. C'est dommage. Et comment il s'appelait ? Attends, je vais voir mes papiers. Ah oui, c'est ici. Lui. Oui, il s'appelait Louis Pasteur. »
Magnifique. C'est super. Avec Igor, on a la chance d'avoir autour de la table un artiste qui est à la fois dans et hors de la société. Marc, tu aurais envie de dire des choses là-dessus. Est-ce que tu penses qu'un artiste peut s'affranchir des conditions sociales dans lesquelles vivent la plupart des gens? Ma première réaction, ce serait de dire non. Je vois pas pourquoi, comment et en vertu de quoi D'ailleurs, on devrait le faire forcément. Je pense pas que ce soit possible ni d'une façon ni d'une autre, à part se retirer dans un couvent ou dans une caverne pour devenir un ermite. Mais je ne sais pas même si c'est forcément souhaitable, parce qu'il se trouve que moi, je fais un métier où j'ai besoin des autres. Si personne me voit jouer, bon, je peux jouer quand même, mais il manquera de toute façon une dimension à ce que je fais et qui est importante. Mm-hmm. Donc non, je pense pas qu'on puisse. Par contre, il faut savoir comment on veut se placer et avec qui on veut exister le plus. Donc après, c'est une question de voir si dans quel milieu on est bien, dans quel milieu on a une solidarité intéressante, créative, dans quel milieu c'est impossible parce que tout est gouverné par je ne sais quoi, l'argent ou le pouvoir, etc. Et justement, il y a des milieux qui sont dangereux. Et voilà, ça, je dis tout à fait sans rire. Mm-hmm. C'est des milieux qui te détruisent petit à petit. Exactement. Des artistes qui ne vont pas aussi loin que dans les grottes, hein. Ils se contentent de monter aux étages supérieurs d'immeubles bien bâtis dans les beaux quartiers, puis assis sur leurs nuages, ils produisent pour des gens qui ont les moyens d'acquérir leur travail. Oui, c'est une forme d'ermitage, mais j'appellerais pas forcément ça. Dans mon idée, c'est pas ce que je voulais exactement dire. C'est plutôt la notion d'être dans le monde. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui préfèrent travailler seuls et faire partir leurs œuvres et pas s'occuper du destin de l'œuvre. Après c'est vraiment variable, quoi. C'est ça le problème, c'est qu'il y a tous les cas de figure et il y en a pas forcément un qui est très très bien ou pas forcément un qui est catastrophique. Des fois quand je pense ce que tu viens de dire, de s'occuper du destin de l'œuvre, des fois ça me fait peur. Parce que c'est comme un bébé. Tu t'occupes de lui pendant 2 ans ou 3 ans, il devient quelque chose, tu veux le meilleur destin pour lui, mais c'est pas toujours le cas. Moi, ce que je faisais au début, quand j'avais 17-18 ans, quand je faisais une exposition, en fait, je mettais tous mes dessins qui allaient être exposés. En plus, comme je doutais de rien, je les vendais. Donc, je faisais une sorte de réunion avec mes dessins et moi, et puis je leur parlais, je leur disais tu as le souvenir du prix, non, en francs, ou c'était variable ou? Ouais, c'était variable. Je vais te raconter quelque chose après qui était très rigolo. Et je leur disais, vous allez être chez des gens que je connais pas, dans des endroits que je connais pas. J'avais la sensation, en leur parlant, de les, ce que j'appelle charger d'une façon un peu ésotérique, quoi. C'est-à-dire leur donner leur propre autonomie à l'intérieur des endroits où ils sont. Donc, comme ça, j'empêchais que la personne achète mon dessin d'une malfaçon. Ce que j'appelle malfaçon, ce serait pour en faire commerce ou pour le, je sais pas, pour le casser, le cacher, le casser, le faire du mal, le pas le regarder, etc., etc. Donc je trouvais ça une manière de donner une autonomie à l'œuvre. Et toi, ça t'a procuré la satisfaction. Voilà, j'étais rassuré de toute façon qu'il y avait une. Et je me souviens d'une chose très drôle, c'est qu'une fois je fais une exposition
Et on me fait un grand honneur, c'est qu'on m'en vole un. Et c'est quand même. Je me souviens, il y a même un article dans le journal où il disait, l'artiste a été vraiment félicité parce que c'est grandiose. On lui a volé un dessin. C'est la gloire, quoi. C'est la gloire. Et le dessin s'appelle Superstition. Donc il était chargé comme les autres en fait. Et donc du coup je me demande, j'ai jamais su en fait s'il a été volé pour son titre ou pour sa faconde. Sur la religion, tu as des choses à nous dire ou ici tout est autorisé, surtout en l'absence de Robert. Bon Robert, tu es quoi Robert, tu es de quelle obédience? Je t'ai dit qu'on allait te faire passer le goût de te passer de nous. Il va me poursuivre. Oui, j'ai des choses à dire parce que c'est pareil. Moi, j'ai essayé en fait de comprendre la religion et de prendre la religion comme un outil. Donc moi, je mets à part en fait la croyance en des forces supérieures, des dieux et des déesses, etc. Et aussi le fonctionnement d'une église, quelle qu'elle soit, à l'intérieur d'une société. Donc moi, il se trouve que je suis un baptisé protestant, calviniste de l'église réformée. Et donc, quand on est protestant, on fait sa communion à 16 ans. Après avoir eu du catéchisme avec un pasteur. Et le pasteur te dit, c'est toi qui es responsable. C'est toi qui choisis de faire ta communion ou pas. Donc tu n'as pas d'intermédiaire. Tu peux me demander conseil, mais il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et Dieu. Quand vous avez 16 ans, ça fait quand même quelque chose de très étrange parce que c'est quand même un moment important dans la vie d'un individu. Et le simple fait de savoir qu'on est en relation directe, sans intermédiaire, c'est quand même pesant. Donc c'est bien parce qu'on échappe à tout un tas de choses que connaissent peut-être les catholiques et dont ils se plaignent ou d'autres religions. Mais le fait qu'il n'y ait pas d'intermédiaire, ça donne des angoisses aussi, et une responsabilité forte. Donc moi je regrette pas du tout cette éducation parce que ça amène une originalité qui est assez sympathique par rapport aux millions de catholiques dans lesquels qui sont mes amis et mes enfin c'est pas parce qu'ils sont catholiques d'ailleurs qu'ils sont mes amis, hein. je vous rassure. Et puis oui, ça donne une certaine originalité, mais puis ça donne éventuellement comme ça une sorte de réflexion, une sorte de distance par rapport à. Moi, je pense que c'est ça surtout. Ça donne une sorte de distance par rapport à toutes ces affaires de Dieu et de Jésus-Christ, etc. Donc en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que comme j'étais en relation directe, je me permettais d'abord de tutoyer, ce qui pouvait s'appeler mon Dieu à moi, mais d'en inventer plein d'autres à ma guise. Donc j'ai décidé que Dieu, je lui parlais directement en lui disant aussi bien, alors là, je te comprends pas, tu me fais chier, et on va se quitter dans une quinzaine de jours, tu vois. Ouais. Ou 2-3 ans. La scène de ménage. Hein. Voilà. Moi, j'ai fait la même chose. Voilà, tu vas pas. Là, tu me gonfles. Je comprends pas. Je comprends pas ce que tu trafiques. C'est injuste. Voilà. Donc tu te débrouilles et tu reviens quand t'as réparé tout ton bazar. Ce qui m'empêche pas aussi d'avoir construit toute une cosmogonie avec mes dieux, mes déesses à moi, quoi. Et parce que je trouve ça rigolo. Et puis ça me sert d'outil artistique. Oui, tu penses que ton travail est imprégné de cette relation? Oui, je pense qu'il est imprégné de quelque chose de. C'est une spiritualité importante. Voilà. Même si c'est pas un moteur fondamental, quoi. Donc c'est hors des lois ou terrestres ou divines. Et donc c'est ma façon d'apprécier l'univers, quoi. Si tant est que l'univers est intéressé par par ma pensée.
Bon, ben, pour se reposer les neurones, comme dirait Robert, hein, une petite pause musicale, Jean-Christophe. Stéréolab. Stéréolab. Ah ouais, avec une belle partie d'orgue comme à l'église. Bien choisi. Histoire de vie, histoire de graveur et de sculpteur, histoire d'artiste engagé, Kate Kollwitz, 1867-1945. J'ai oublié de répéter que c'était à Racaille, la 14e, sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, et encore et toujours sans Robert. Née en 1867 à Königsberg en Prusse orientale, Kate Kollwitz doit à l'influence de son père une carrière artistique tout en solidarité avec la classe ouvrière. Elle prend ses premières leçons de gravure à 14 ans, puis part pour Berlin 4 ans plus tard, où elle s'inscrit à un cours d'art féminin, les femmes n'ayant pas à cette époque épique accès à l'académie. Eh oui. Elle commence à militer dans des organisations estudiantines, tout en lisant des auteurs qui sont considérés à l'époque comme révolutionnaires, Tolstoï, Ibsen ou Zola. En 1891, elle épouse un médecin, le docteur Kollwitz, qui partage ses idéaux. Il ouvre d'ailleurs une clinique chirurgicale en plein quartier ouvrier pour que les pauvres puissent être soignés aussi bien que les riches. Il y a quand même des gens comme ça. En 1893, elle entreprend une série d'eaux-fortes sur la révolte des tisserands qu'elle ne terminera que 4 ans plus tard. À l'exposition de Berlin en 1898, où elles sont montrées pour la première fois, ces eaux-fortes remportent un immense succès.
Kate Kollwitz commence en 1902 une nouvelle série, La guerre des paysans, qu'elle mettra 6 ans à finir. Ses œuvres sont d'une telle âpreté qu'elle est alors comparée à Daumier. Lors d'un séjour à Paris en 1904, elle s'initie à la sculpture, à laquelle elle va désormais consacrer presque tous ses soins. La mort de son fils cadet à la guerre de 1914 va lui inspirer une terrible sculpture en pierre, Les parents endeuillés, dont la conception puis la réalisation dureront 18 ans. Je sais que cette sculpture est visible toujours dans le cimetière où est enterré son fils, mais j'ai oublié le nom, je le mettrai en ligne sur le blog. En 1928, elle est la première femme à être élue à l'Académie des Arts de Prusse. L'année précédente, elle avait été invitée en Union soviétique, où son œuvre connaissait une très grande célébrité. À leur arrivée au pouvoir, les nazis entreprennent de la persécuter. Ses œuvres sont retirées des musées nationaux, et les galeries privées se voient interdire de les exposer ou même de les vendre. Entre 1934 et 1936, elle va travailler à sa dernière série de gravures, La mort. En 1937, elle s'attaque à une immense sculpture au symbolisme évident quant à la guerre qui s'annonce, la tour des mers. En 1940, son mari meurt et sa vigueur décline rapidement. Le prince Ernst de Saxe, grand admirateur de ses œuvres, lui offre un toit à Moritzburg, où elle mourra quelques jours avant la fin de la guerre. Toute sa vie, Kate Kollwitz a pensé que l'art se devait de représenter les conditions sociales. Cet artiste absolument extraordinaire, très admiré en Allemagne et quasiment inconnu en France. Un musée lui est consacré à Berlin, un autre à Cologne. Si vous avez l'occasion de passer en Allemagne, dans l'une de ces deux villes, ne manquez pas d'aller voir les travaux de Kate Kollwitz. Je mettrai donc les liens sur le blog http://arracai, artacai.blogspot.com. J'ai fait passer une gravure de Kate Kollwitz autour de la table. C'est assez superbe. C'était un portrait de paysanne. Quelqu'un a quelque chose à dire? Ça devrait être très très difficile pour les femmes. Il y a 100 ans ou 200 ans en arrière, et je parle pas que de l'art. Je parle des droits de vote, des choses comme ça. Mais est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi George Sand s'appelait George Sand? C'était une femme aussi. Donc, bonne question. Je crois me rappeler qu'au début de sa carrière, elle a joué sur cette ambiguïté. Elle n'a pas voulu, son vrai nom n'est d'ailleurs pas George Sand, c'est Aurore Saint-Cyr du Devant, ou je me rappelle. Du Devant. Son vrai prénom est Aurore, donc c'était effectivement, dans la mesure où c'était très difficile, ou voire quasi impossible à l'époque, pour une femme de s'imposer. Ah, donc c'est pour ça. Oui. C'est un outil pour pouvoir percer. Ah, d'accord. Georges, c'était un outil pour pouvoir percer, se faire passer au moins au début pour un homme, ou au moins jouer sur cette ambiguïté. Et elle l'a gardé pour faire un pied de nez, justement. Je porte un nom masculin, mais je suis une femme, et voilà. Donc vous voyez bien que... Ouais, elle a vécu avec le compositeur, comment il s'appelle, Chopin. Un certain nombre. Quoi? Un certain nombre, ouais. Il y a eu Chopin, il n'y a pas eu Chopin, il y a eu Liszt aussi. Liszt, je sais plus encore. Musset, bien sûr. Elle se mouchait pas. Avec des Kleenex, oui, on va peut-être dans les minutes qui viennent, parce qu'on a reçu ces dernières semaines, on a reçu quelques invités qui ont tenté de suggérer que les artistes plasticiens puissent réclamer pour eux-mêmes un statut équivalent à celui des intermittents du spectacle. Alors moi, j'aurais bien aimé que, puisqu'on a des intermittents du spectacle aujourd'hui, en particulier Marc, qui est comédien de théâtre, qu'on nous dise quand même un peu, qu'on nous raconte un peu ce qu'est le statut d'intermittent. Si tu peux nous en parler. Alors, à l'origine, le statut d'intermittent a été inventé juste après-guerre pour permettre aux artistes de se remettre à travailler à peu près en pouvant gagner un petit peu d'argent d'une façon régulière, parce que tout avait été un peu disloqué à cause des années d'occupation. Donc, à l'après-guerre, il y a eu ce statut
Et faut pas oublier qu'à l'époque, en fait, les comédiens, c'était parmi les gens les plus paupérisés de la société, quand même, à part quelques grandes vedettes. C'est un peu encore le cas aujourd'hui. Mais donc ce statut a beaucoup aidé à ce que les théâtres prennent pied, que les gens aient de quoi vivre, quoi. Et au fur et à mesure, finalement, ce statut a été gardé. Donc, il consiste à avoir un certain nombre de cachets, 43 cachets par an, pour pouvoir prétendre entre les contrats à gagner un petit peu d'argent par le système des assédiques, par un fonds, le fonds des assédiques, quoi. Et ce qui permet de vivre entre les contrats avec un petit peu d'argent. Tout ça est un fait que c'était un statut très très bien, très intelligent à mon avis, et presque unique en Europe, parce que je pense qu'à cette époque-là, tout le monde fonctionnait différemment en Europe. Et donc on a gardé nous en France ce statut qui était vraiment vraiment très bien. Et petit à petit, l'image de la société a changé, enfin l'économie du pays a changé. Après plusieurs années, il s'est trouvé que les gens commençaient à y avoir des problèmes de chômage, etc. Donc de plus en plus de gens se disaient comment ça se fait que moi qui travaille dans les usines, tout ça, j'ai pas beaucoup de chômage ou presque pas quand je me fais virer ou quand il y a plus de travail, et que les comédiens eux il leur suffit de 43 cachets pour continuer à gagner de l'argent. Donc en fait il y a eu une sorte de méprise là-dessus. On a entendu tout et n'importe quoi sur des comédiens qui, je sais pas, j'ai entendu Jane Birkin qui touche des assédiques et tout ça. Sauf que c'est faux. Elle peut en toucher. D'abord, c'est plafonné. Donc on peut pas toucher énormément. Et elle en toucherait si elle ne faisait absolument plus rien, parce qu'il y a des journées de carence énormes quand on travaille beaucoup. Et donc en fait c'est quasiment impossible que des artistes très bien payés qui ont beaucoup de travail touchent de grosses assédiques comme on a entendu. Ouais, on a entendu souvent ça. Alors que, ont touché l'opinion. Et du coup par méconnaissance, les gens ont cru et commencé à se dire que c'était bizarre. Et c'est tombé au moment aussi où les intermittents commençaient à dire que ça n'allait plus, parce qu'on leur retirait de plus en plus des possibilités de création, etc. Et là, on vit quelque chose qui est complètement qui est dur à vivre, parce que en fait, d'un côté, on réclame une possibilité de continuer à vivre, mais on ne réclame plus que ça, c'est-à-dire une sorte de... On réclame de pouvoir c'est acheter à manger, louer un appartement, un peu ce que font tout le monde maintenant, parce que la crise est énorme pour tout le monde. Et donc voilà, on est dans cet état-là, alors qu'avant le statut permettait de pouvoir se consacrer à la création. Maintenant, c'est presque plus le cas. Ça, c'est juste pour essayer de survivre ou de vivre correctement, quoi. Faire quelques projets et voilà, on en est là. Donc les comédiens ont rejoint hélas une grande partie de la population aujourd'hui qui est dans je dirais pas forcément dans la misère, mais dans le besoin, et ces besoins augmentent et la misère augmente en même temps. Donc là on est dans une période où il faudrait décider de quelque chose pour que la conversation entre les intermittents, d'ailleurs même moi je dis les intermittents, vous vous rendez compte que c'est absolument horrible. Oui. Avant on parlait de comédiens, maintenant on parle des intermittents du spectacle. J'aimerais bien qu'on puisse retrouver entre comédiens autre chose comme conversation que de se dire t'as eu tes cachets, toi t'as encore ton statut, t'en as pour combien de temps encore à pouvoir toucher quelque chose. C'est ça qui est très dur maintenant. Qui peut plus de toucher que les comédiens
il y a tous les techniciens, il y a toute une frange de gens qui sont touchés par ce statut. Il y a eu moultes abus. Moi, je sais que j'ai travaillé en maison de disques comme agent de production alors que j'étais attaché de presse et qu'on me rémunérait comme intermittent du spectacle. Et que... il m'est arrivé qu'on me proposait de travailler au noir pour des grandes chaînes de télévision. Hein. Alors, on rêve chez nous-mêmes, ça les arrange parce que en fait c'est le statut administratif qui doit être réformé réellement, quoi. Bien sûr. Parce qu'après, l'intermittence du spectacle, tu as l'air d'insister sur la définition du comédien, mais maintenant, je pense qu'il y a beaucoup plus de techniciens qui sont touchés par ce statut. Et je pense que ces gens-là en vivent. Jean-Christophe, c'est un bon exemple. Il est intermittent, il fait ses cachets. Et à un moment, il y a aussi un basculement sur tous les comédiens, ces gens-là, qui à un moment... Comme certaines scènes nationales qui fonctionnent beaucoup à la subvention, on s'est pas mal reposé là-dessus. Moi, je sais que j'ai discuté avec des amis quand j'ai fait une formation là-dessus. Et à un moment, il y a aussi l'alternative du système, des fois, de fondation, ou aider à monter des projets, plus qu'aider à continuer à être dans la condition de plus pousser au projet, parce que sinon, à un moment, ça fait stagner, les gens stagnent et n'avancent pas. Moi, je suis assez d'accord avec ça, C'est vrai que je pense que pousser la création, pousser les spectacles à naître est beaucoup plus efficace que d'entretenir un tout petit peu tout le monde d'une façon... D'ailleurs, c'est pas suffisant, c'est jamais suffisant. Parce qu'on voit qu'il arrive en fin de parcours, ce statut. Alors, sinon, pour l'anecdote, je vous raconte pas, peut-être certains d'entre vous l'ont connu, mais à 40 ans, on te demande de prouver que tu peux payer un loyer, on te demande tout le temps si tu peux subvenir à tes besoins, etc. On a vraiment l'impression de n'être rien, quoi. Ouais, moi j'ai souvent eu cette impression, la chose que, alors je suis encore jeune et tout ça, donc je peux acquiescer, mais d'avoir un métier, un savoir-faire, vraiment de l'exercer, de travailler et d'être toujours considéré comme un chômeur, quoi, comme un demandeur d'emploi perpétuel. Et donc sous-entendu prêt bancaire, sous-entendu loyer, sous-entendu toutes ces choses-là, c'est quelque chose d'assez terrible. Et alors derrière d'entendre intermittent feignant et comment envisager en tout cas je pense que les plasticiens plutôt que de demander un statut équivalent à celui des gens du spectacle, je crois qu'ils peuvent réfléchir avec eux. Je pense qu'il faut d'un nouveau statut, de quelque chose de complètement. Moi, je pense qu'il faut vraiment, c'est en cours. D'ailleurs, il y a vraiment la coordination réfléchit vraiment très très bien là-dessus. Il faut aller jusqu'au bout et pas avoir peur de se dire qu'il faut casser aussi ce système pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut en faire, quoi. Des systèmes de fonds collectifs, des gens qui se mettent ensemble justement sur des projets et qui à un moment dans des collectifs pluridisciplinaires qui toujours en se disant que le principal c'est la création, de pousser les projets, qui les uns arrivent à alimenter justement le peu d'activité des autres, leur permettant de créer pendant que les autres justement reçoivent les usufruits des fois purement financiers de la création d'avant, et qu'au final ça crée une dynamique qui au final ça permet à tout le monde de vivre, et c'est la création qu'on ressort à chaque fois grandie comme une espèce de coopérative, comme les agriculteurs se sont mis des fois en coopérative, des choses comme ça, et ça peut être une bonne alternative. Exactement. Ça créerait déjà en plus de l'émulsion, parce que des fois c'est un peu trop cloisonné justement les domaines artistiques. Oui, on se retrouve vite seul en plus. C'est ça. Seul dans sa détresse, et puis. Non, c'est dur, Pierre. Je pense c'est un chemin possible, ça. Le statut en plus de comédien doit vraiment être celui qui est le plus dur, je pense, ça, par rapport à l'intermittence. C'est-à-dire que on se dit souvent, un plombier au chômage, c'est un plombier. Un comédien au chômage, il n'est plus rien. Il n'est plus personne. Il n'existe pas. L'intermittent dans sa cage là-bas, il peut nous passer un petit, j'en sais rien. C'était beaucoup de coopératives. Ou tu as prévu autre chose? Je crois que ça existe en Italie. Non, je peux mettre un j'en sais rien, mais parce que Igor me rend le temps. J'ai fait une formation sur l'économie, gestion de projets musicaux, et il y avait vraiment des gens d'horizons très divers. Une personne avec qui j'ai fait vraiment ami qui venait de Radio France, qui était preneur de son pour le classique, et qui lui a
beaucoup travaillé dans d'autres pays et qui m'a dit qu'il y avait des alternatives comme ça qui se créaient. En Belgique, il y a un truc bizarre. En fait. Non, mais vas-y, parce que... Oui, tu peux parler fort. Oui, en fait, les gens sont... Une fois qu'ils ont prouvé qu'ils étaient comédiens, ils reçoivent une allocation pratiquement à vie, en fait, entre leurs contrats. Alors, elle est très petite, mais une fois que... J'en sais rien. Tu la gardes, quoi. Ça y est, je suis prêt, non, mais je... Allez, j'en sais rien. C'est le j'en sais rien par... Voilà, j'en sais rien par l'auto-français. Jean-Christophe. Jean-Christophe. J'en sais rien. Une chanson qui s'appelle Paris la nuit. Je m'assois sur le tabouret d'un revêtement cuir et maintenant je sais, je vais pouvoir m'enfuir. Allez, serre-moi un rhum et qu'on en finisse. Augmente le son et fais monter la pression. Ce soir dans ces jolies filles, pour le meilleur et pour le pire, je suis votre serviteur. Pour le pire et le meilleur. Et maintenant je sais que l'amour existe encore, au moins pour une nuit, je me livre à des corps, homme ou femme ou bien les deux, on fera l'amour 10 fois, la balade des gens heureux à Paris, ça se boit. Plaisir d'alcoolo qui me colle à la peau et c'est la joie du bar qui me colle au comptoir. Allez, serre-moi un rhum et qu'on en finisse. Ce soir je m'envole, c'est Paris qui m'enivre. Ce soir je déconne, juste pour des conneries. Ce soir je m'envole, je ne sais plus qui je suis. C'est l'amour qui inonde et la bouche nauséabonde d'un vieux Paris qui crie à boire toutes les nuits dans les caves de Saint-Paul. J'en ai passé des nuits dans les bras de Carole, j'en ai vomi des litres. À 8h du matin, un trottoir à Paris, ma routine qui revient et mon esprit aussi. D'alcoolo qui me colle à la peau et c'est la joie du bar qui me colle au comptoir. Allez, serre-moi un rhum et qu'on en finisse. Ce soir je m'envole, c'est Paris qui m'enivre. Le train-train quotidien va sortir de son lit. Le Paname que j'aimais va remettre ses habits. C'est le froid et la haine qui soudain reprennent vie sous un toit de bohème. C'est Paris qui s'ennuie, méfie-toi Nicolas. C'est pas l'apologie d'un paradis de putain à Babylon City. Et si c'est un peu ça, bah y'a mon cœur qui bat, qui danse toutes les nuits quelque part à Paris. Racaille, la 14e, sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité et sans Robert. Pour la dernière fois, peut-être. Histoire de vie, histoire de chef-d'œuvre, le verrou de Jean-Honoré Fragonard. Fragonard, c'est 1732-1806. Comment analyser ce tableau? Pourquoi le jeune homme semble-t-il fermer le verrou? À regarder l'état du lit, les draps froissés, mais aussi le vase renversé, il semble bien que l'acte ait déjà été consommé.
Et pourtant, il semble bien aussi fermer le verrou, ce jeune homme, comme si les deux tourtereaux avaient fait l'amour à la porte ouverte. Et que dire de la jeune femme qui semble tout autant se refuser avec horreur que se donner voluptueusement? Le jeune homme souhaite-t-il simplement remettre le couvert, sa vigueur retrouvée, et cette fois-ci dans l'intimité? Mais si l'on oublie un peu les personnages pour ne retenir que la diagonale que forme leur corps et qui ramène au lit, tout s'éclaire. Sur celui-ci, une nouvelle lecture permet de distinguer sans la moindre ambiguïté deux énormes seins formés par les oreillers. Dans les tentures rouge sang qui descendent en désordre vers le lit, un sexe de femme géant semble avoir été dessiné par un clinicien plutôt doué pour le dessin. Si l'on retourne le tableau à 180 degrés, c'est un sexe d'homme qui se dresse à la verticale dans toute l'excitation du désir masculin. Et le bout de la queue, si j'ose dire, se confond avec celle d'une pomme posée sur la table de nuit qui n'a pas été croquée. On peut en conclure, comme l'a fait Daniel Arras, le très regretté chroniqueur de France Culture, que l'acte n'est pas consommé, que le lit est désir, qu'il est une femme offerte et impatiente, que la jeune femme près de la porte n'est qu'une intermédiaire poussée par le lit lui-même, dans les bras de son amant, afin d'entraîner celui-ci vers le lieu où l'acte pourra s'accomplir. Certains ont cru voir dans cette œuvre une allégorie du viol. Ça semble parfaitement excessif. Il faut replacer les choses dans leur contexte historique et se souvenir des interdits de l'époque. On a le droit de considérer le verrou comme l'œuvre la moins pornographique qui soit, puisque ce qui est vu n'est pas ce qu'il y a à voir. L'érotisme, c'est autre chose, c'est plus personnel. Je me garderais bien, comme l'ont fait certains autres, de le considérer comme le tableau le plus érotique du monde. L'origine du monde de Gustave Courbet a largement ma préférence, bien que là, ce qui est vu est bien ce qu'il y a à voir. Voilà, là aussi, c'est difficile, vous n'avez pas le tableau sous les yeux. Je mettrai les liens sur le blog http://arracaille.blogspot.com. En vitesse avant de se dire au revoir. 2 expos à ne pas manquer. Le siècle du jazz, c'est au musée du Quai Branly, 37 Quai Branly, dans le 7e arrondissement. C'est jusqu'au 28 juin. La grande aventure du jazz en tableau, en affiche, en photographie. On parlait du jazz tout à l'heure. Et puis, un film à ne pas manquer. Et là, c'est jusqu'à ce soir. Alors, maniez-vous. C'est Laura Parotto-Preminger avec Gene Tierney. Pour les amateurs, c'est au cinéma Reflet Médicis, 3-5 rue Champollion dans le 5e. C'est tout simplement l'un des plus beaux films du cinéma qui traite du fétichisme, de l'impuissance et des comportements individuels dans une classe de la société où les apparences dominent sur la réalité. Voilà. Au revoir à tous. Marc, merci beaucoup. Merci à vous. De nous avoir raconté toutes ces choses intéressantes. Là aussi, on espère te revoir un de ces jours. Ça me ferait plaisir. Merci Marc. À bientôt. Ciao tout le monde. Au revoir. Salut à tous. Salut à tous.